Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode consacré à la disparition de Maura Murray. Fred a beau reconnaître les efforts des enquêteurs, il dénonce les petits moyens alloués aux recherches sur le terrain. Les policiers se focalisent sur la raison de la venue de Maura dans la région, alors qu'ils devraient plutôt chercher ce qui lui est arrivé après l'accident. Fred, qui emmenait ses enfants camper et randonner dans la région, est bien placé pour évaluer l'immensité de la surface qui reste à explorer. En 2006, la maison de Claude Moulton, le gars au couteau, change de propriétaire. Le père de Maura s'arrange avec l'agent immobilier et fait appel à des détectives privés pour fouiller la propriété. Des chiens éduqués pour identifier les odeurs de cadavres marquent dans un placard du rez-de-chaussée. Les détectives prélèvent un morceau de moquette qu'ils envoient à la police du New Hampshire. Les résultats des analyses ne sont, surprise, pas rendus publics. Les chiens détectent aussi une anomalie sous la maison. En juin 2008, des enquêteurs privés et des chiens font une nouvelle battue de 2 jours dans les bois, sans succès. En 2010, Fred Murray demande au FBI d'intervenir. Selon lui, les enquêteurs traitent le dossier de sa fille comme une simple disparition, alors qu'il s'agit d'une affaire criminelle. Au fil des ans, des témoins persuadés d'avoir vu Maura se manifestent. Il y a d'abord le témoignage de la personne en charge de la caisse du magasin d'alcool de North Haverhill le soir du 9 février 2004. Ce soir-là, 3 jeunes femmes achètent de l'alcool vers 18h30. Et d'après leur carte d'identité, 2 viennent du Massachusetts et la 3e de New York ou du Connecticut. Alors en fait, certaines personnes pensent que Maura n'était pas toute seule et qu'elle est allée dans le New Hampshire avec des amis pour faire la fête et qu'après son accident, elle serait montée dans une deuxième voiture. C'est l'hypothèse défendue par James Renner, dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode, et on y reviendra encore tout à l'heure. Mais voilà, déjà pour vous dire que y a une caissière qui est convaincue d'avoir vu 3 jeunes femmes ce soir-là, et effectivement, le fait qu'elles viennent d'États voisins, en plein mois de février, 3 jeunes femmes brunes qui ont l'âge de Maura, bref, ça peut paraître louche. Un autre signalement date de juin 2005. Un témoin assiste à un service religieux dans l'église de Barton, dans le Vermont. Le petit village est situé à seulement 80 km du lieu de l'accident et une quarantaine de kilomètres de la frontière canadienne. Visiblement teintant en blonde, une jeune femme porte un short blanc et des chaussures de sport. À plusieurs reprises, le témoin observe ses traits étrangement familiers. Quand le sermon évoque la fête des pères, elle quitte précipitamment les lieux. C'est à cet instant précis que le témoin fait le lien avec la disparition de Maura Murray. En 2006, une femme fait ses courses dans un magasin d'Hillsborough au sud du New Hampshire. Soudain, elle avise une jeune femme debout, raide et les bras croisés qui se tient face à elle. Dans un silence de mort, l'inconnu articule « Aidez-moi ». Sous le choc, le témoin voit un homme débarquer dans son champ de vision. Il a la soixantaine bien tassée et semble avoir compris la situation. Il tire la jeune femme vers la sortie, la fait monter dans une voiture, s'installe au volant et démarre en trombe. Le témoin n'a pas le réflexe de relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Depuis ce jour, elle est persuadée d'avoir vu la jeune Maura Murray disparue 2 ans plus tôt. D'autres sont convaincus de l'avoir vue au Québec en 2009 et j'avoue que ce signalement est intriguant. Le premier vient de la ville de Sherbrooke. Une serveuse de la Brûlerie, c'est une chaîne de café bien connue dans la province, aurait servi Maura Murray. Le même jour, à Saint-Étienne-de-Beauharnois, une femme qui lui ressemblait vraiment comme 2 gouttes d'eau demande des renseignements sur des petits concerts de groupes locaux chez un disquaire vintage. Les 2 villes, donc Sherbrooke et Saint-Étienne-de-Beauharnois, sont situées au sud de Montréal, à proximité de la frontière américaine, mais à 200 km l'une de l'autre. Pourtant, à Sherbrooke comme à Saint-Étienne-de-Beauharnois, les 2 témoins assurent avoir vu un très bel homme
accompagner la jeune femme. Alors le journaliste James Renner, il est allé justement dans ce petit magasin de disques vintage pour rencontrer celle qui travaillait là et puis discuter. Et bon, elle est persuadée d'avoir vu Maura, mais combien de fois je vous ai répété que les témoins oculaires bien, sont loin d'être fiables. J'avais lu une étude d'ailleurs, une étude américaine qui disait qu'à peu près 50%, enfin 46% exactement, des erreurs judiciaires en fait étaient dues à des erreurs de témoins oculaires. Voilà, pas forcément des erreurs volontaires, hein. C'est vrai que je pense que les témoins veulent toujours rendre service, mais notre cerveau peut nous jouer des tours, notre mémoire, on le sait, construit des souvenirs et modifie aussi des souvenirs bien sûr. Donc voilà. Et les témoignages de ceux qui sont persuadés d'avoir vu une personne disparue, il faut quand même les prendre avec des pincettes. Depuis des années, Fred Murray s'accroche à la piste de la maison en A de Claude Moulton. Il en est persuadé, sa fille est morte dans cette maison et en a dissimulé son corps. Début avril 2019, on annonce au Murray une nouvelle de taille. La police va fouiller cette maison. Sur place, les journalistes affluent. Laurie et Kathleen ne sont plus là pour voir ça. Toutes deux sont décédées d'un cancer. Ceux qui restent espèrent que cette fouille signera la fin du cauchemar. Vont-ils enfin pouvoir faire leur deuil ? Face au micro, l'émotion de Fred est palpable. Il veut juste récupérer sa fille et l'enterrer. En fin d'après-midi, les officiers prennent la parole devant les médias. Ils ont creusé à l'endroit où le radar a révélé une anomalie, mais n'ont trouvé qu'un petit morceau de vieux tuyau. La fouille est terminée. Fred a maintenant les larmes aux yeux et la gorge enrouée. Là, ça fait mal parce qu'on pensait qu'on avait enfin une réponse. J'ai essayé d'entrer ici tellement de fois, mais le gars n'est jamais venu à la porte. Fred, d'ordinaire déterminé, semble abattu. C'est un père de 76 ans qui veut connaître la vérité avant de mourir. Retrouver sa fille chérie, voilà son dernier combat. En septembre 2021, la police du New Hampshire annonce aux journalistes de CBS à Boston que des ossements ont été découverts sur un site de construction dans la région de Loon Mountains, environ 30 km à l'est du lieu de l'accident. Julie Murray est interviewée. Nous n'avons eu aucune preuve physique dans l'affaire de ma sœur, donc ça pourrait être vraiment énorme. Je veux juste que les investigations se passent bien, afin que, s'il s'agit vraiment d'elle, les gens qui lui ont fait ça puissent être jugés. J'espère que ça y est. Si c'est pas elle, ça va nous détruire. Mais on continuera de chercher. Le 10 novembre 2021, le même journal publie les résultats communiqués par la police. D'après les analyses radiochimiques, il y a plus de 95% de chances qu'ils appartiennent à une personne décédée entre 1774 et 1942. De nouveau, Julie Murray réagit. Je demande à la police d'État du New Hampshire de travailler sans relâche jusqu'à ce que ces ossements puissent être identifiés afin d'apporter la paix à cette famille. La mienne continuera de chercher Maura et on soulèvera à chaque pierre jusqu'à la ramener à la maison et à trouver les responsables de sa disparition. En juillet 2022, les autorités organisent des fouilles le long de la route 112 sur les communes de Langhafe et Easton, situées à une dizaine de kilomètres de North Avery. Il y a une douzaine de membres des forces de l'ordre. Le procureur général du New Hampshire répond aux questions des journalistes. Cette battue n'est pas la conséquence de nouvelles informations. Elle fait en fait partie d'un processus d'extension géographique des recherches, jusqu'alors plutôt localisées. Mais cette fois encore, aucun résultat. Une disparition volontaire qui se prolonge dans le temps est peu crédible, surtout en raison de la popularité de l'affaire. Toute l'Amérique connaît la jeune femme. Et puis, Maura se serait manifestée à la mort de sa mère et à la mort de sa sœur. Elle n'aurait pas infligé cette torture à ceux qu'elle aime, à ce père qui remue ciel et terre pour la retrouver. Ou alors, il faudrait qu'elle ait un sacré bon mobile. Certains éléments ne concordent pas avec l'image qu'on se fait de Maura. Si la jeune femme est intelligente, courageuse et belle, elle traverse au moment de sa disparition une période difficile. Il y a les petits mensonges, comme quand elle a dit à sa supérieure qu'elle avait une colocataire, ou quand elle a annoncé à ses profs qu'un de ses proches était décédé. Mais il y a le reste. Remontons le temps.
En août 2001, Maura étudie à West Point. Elle se rend avec d'autres cadets sur la base militaire de Fort Knox dans le Kentucky. Durant ce séjour, elle est surprise à voler du maquillage pour un montant de 5 $. Elle plaide coupable auprès du Conseil consultatif des cadets. La peine doit être prononcée en janvier 2002. D'après sa sœur Julie, seuls 13% de ceux qui passaient devant ce conseil étaient expulsés. Alors, on ne saura jamais s'il s'agissait de bluff pour effrayer Maura ou si l'administration allait vraiment la virer. Toujours est-il que Maura n'attend pas qu'on décide pour elle. Elle quitte West Point et l'Université du Massachusetts est très heureuse de l'accueillir dans l'équipe d'athlétisme. La jeune femme marche dans les pas de sa mère, infirmière, et commence une nouvelle vie. En juillet 2003, Maura est au volant de sa Saturn dans le New Hampshire. Elle roule en direction de l'aéroport de Boston où elle a prévu de déposer Bill. Mais la police l'arrête pour excès de vitesse. Pour un gros excès de vitesse. Elle doit s'acquitter d'une amende de 360 $. Convoquée devant un juge le 27 août 2003, son permis est suspendu dans l'État du New Hampshire pour 30 jours. Pour pouvoir conduire de nouveau dans ce territoire, elle doit remplir des formulaires. Et ces formulaires seront retrouvés dans la Saturn après sa disparition. Le 3 novembre 2003, une étudiante qui vit dans la même résidence que Maura sur le campus épluche ses relevés bancaires. Elle réalise qu'on utilise les chiffres de sa carte dans différents restaurants du coin pour se faire livrer des pizzas. Alors, l'étudiante se rend au poste de police pour déposer plainte. Et les policiers prennent l'affaire au sérieux. Ils contactent l'une des pizzerias du coin, le Pinocchio. Au téléphone, le serveur leur annonce que quelqu'un vient justement de commander une pizza avec cette carte bancaire. Les policiers rejoignent alors le livreur pour l'accompagner et mettent la main sur le coupable. Qui vient réceptionner sa pizza en bas d'un immeuble sur le campus ? Vous l'avez deviné, Maura Murray. Elle a récupéré le numéro de carte bancaire sur un reçu. Elle n'aurait pas dû. Elle s'excuse. Voilà. Les policiers prennent une photo de Maura qui a maintenant son propre mugshot. Le visage grave et fermé, on reconnaît à peine la jeune femme qui d'ordinaire apparaît souriante, les joues ponctuées par d'adorables fossettes. Alors oui, elle gardait pour elle certains aspects de sa vie peu reluisants. Mais qui n'a pas de secret ? Le 9 novembre 2003, Maura est officiellement entendue par la police. Accusée de fraude à la carte bancaire, elle risque 550 $ d'amende et jusqu'à 1 an de prison. Le 16 décembre 2003, Maura est présentée aux autorités judiciaires. Elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés. Comme il s'agit d'une première condamnation, le juge ordonne une période de probation de 6 mois. Maura pourra de nouveau bénéficier d'un casier judiciaire vierge en juin 2004 si elle respecte la loi d'ici là. Mais dans la nuit du 7 au 8 février 2004, elle fonce dans la barrière de sécurité avec la Toyota Corolla flambant neuve de son père. Et si le policier arrivé sur les lieux ne relève pas l'alcoolémie de Maura, il entame néanmoins une procédure pour conduite imprudente, reckless operation en anglais. Au Massachusetts, être condamné pour ces faits peut valoir jusqu'à 200 $ d'amende et 2 ans de prison. Alors, quand elle crache la Saturn le 9 février 2004, alors que son permis de conduire n'est pas valable au New Hampshire, Maura a de quoi être inquiète. Le système américain punit sévèrement la récidive. La jeune femme est dans une situation délicate. Son avenir est entre les mains des magistrats. Ira-t-elle en prison ? Pourra-t-elle seulement devenir infirmière avec un casier judiciaire ? Pour échapper à ses propres critiques, Maura doit être toujours plus douée, plus rapide, plus forte, plus belle. Quand la pression est insoutenable, elle se gaffe de pizza volée avant de se faire vomir et prend le volant après avoir bu. Oui, peut-être que Maura avait un mobile pour partir, mais de là à ne plus jamais revenir. Elle avait aussi de bonnes raisons de rester, des proches aimants, une vie d'athlète et l'inconfort non négligeable de la fuite. Le trouble alimentaire de Maura Murray est peut-être la clé de l'énigme.
Sa famille en parle peu, ce qui est compréhensible, et les policiers ne semblent pas s'y intéresser. Pourtant, certains comportements de Maura s'expliquent à la lumière de ce diagnostic. Les personnes atteintes de troubles alimentaires ont une vision déformée de leur corps. Elles vivent aussi dans la peur maladive de prendre du poids ou de ne pas en perdre. Ces maladies mentales qui se déclenchent souvent à l'adolescence sont liées à une obsession de performance. Il faut réussir, être belle, mince, aimée de tous, bref, parfaite, ce qui est précisément impossible. Aujourd'hui, les psychiatres distinguent 3 troubles compulsifs alimentaires: l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie. Dans l'anorexie, que vous connaissez, qui consiste à restreindre drastiquement les apports caloriques, le corps maigrit. Dans l'hyperphagie, qui consiste à continuer de manger bien après la sensation de satiété, le corps grossit. Mais le poids d'une boulimie varie peu, car après les crises, qui consistent à s'enfiler tout ce qu'il y a sous la main, la boulimie s'inflige des méthodes pour compenser l'apport calorique. Jeûne, restriction, activité physique excessive ou purge vomitive, ou tout ça à la fois. La souffrance d'une boulimie est invisible, alors qu'un dérèglement nerveux de son système de récompense lui fait vivre un enfer. Elle ne demande pas d'aide non plus, puisqu'elle doit être parfaite aux yeux des autres. Alors elle s'enfonce dans un puits sans fond. Avoir faim devient le signe d'une résistance à la crise et donc de contrôle de soi. Mais puisqu'il faut manger pour survivre, la boulimique perd le contrôle à chaque repas. Son quotidien est bouleversé. La honte est si grande après une crise qu'il n'est pas question de sociabiliser. Compenser la crise consomme aussi du temps. Après plusieurs pizzas englouties, il faut se faire vomir, puis remanger, se refaire vomir, aller courir et lutter jusqu'à l'endormissement pour ne pas rouvrir le frigidaire. La boulimie est une obsession, c'est un trouble alimentaire compulsif. Quand la nuit se passe sans fringale, il faut jeûner le petit-déj, carburer au café et attendre l'alcool du soir qui permettra d'oublier quelques heures ce long suicide qui ne dit pas son nom. Alors avec la boulimie, viennent l'anxiété et les comportements à risque. En février 2004, Maura n'est peut-être pas suicidaire. En revanche, elle est dans une spirale infernale qui mène à des prises de risques et à des décisions hâtives et désorganisées. Partir une semaine sans prévenir personne pour s'isoler. Voler pour manger de grandes quantités de nourriture. Boire pour se libérer de son insupportable obsession. Conduire vite, en état d'ébriété, pour oublier. Les actions de Maura ne sont en rien dirigées contre les autres. Elle se fait du mal, car elle ne sait pas faire autrement. Si vous en doutez, demandez-vous la chose suivante: dans quel état d'esprit faut-il être pour s'infliger des purges chaque jour? Quand Maura dérape dans ce virage en épingle de North Haverhill, elle est extrêmement vulnérable. Face à l'hiver nord-américain, comme face à un détraqué. La police n'a jamais désigné de suspect dans l'affaire de la disparition de Maura Murray. Pourtant, la famille est convaincue qu'on lui a fait du mal. Il y a d'abord Claude Moulton, le locataire de la maison en A. Fred ne cache pas sa déception sur le travail fourni par les policiers lors des fouilles en 2019. Si ça tenait qu'à lui, il aurait creusé la totalité du sous-sol sur plusieurs mètres et retourné tout le jardin. Les résultats des analyses réalisées sur le couteau il y a plus de 10 ans sont toujours secrets. On suppose quand même que les policiers n'auraient pas laissé Claude Moulton en liberté s'ils avaient retrouvé le sang de Maura sur la lame. Un autre voisin est depuis 2004 sous le feu des projecteurs et je suis sûre que son témoignage vous a intrigué. Il s'agit de la dernière personne à avoir vu Maura vivante, ce qui le place tout en haut de la liste des suspects, Butch Atwood. Les internautes sont divisés à son sujet. Pour les uns, Butch est un homme souffrant d'obésité morbide qui a tenté d'aider Maura et qui est depuis injustement accusé. Pour d'autres, c'est le parfait coupable. Les Français traumatisés par Émile Louis n'ont que faire de son métier de chauffeur de bus censé le rendre sympathique. Reprenons les faits. À 19h27, le 9 février, Faith Westman appelle le 911.
Autour de 19h35, elle voit le bus scolaire arriver et s'arrêter au niveau de la voiture. De sa cuisine, le mastodonte cache la Saturne. Les voisins de Faith, Barbara et Butch Atwood, sont tous deux chauffeurs de bus scolaire. Faith ne sait pas lequel des deux s'est arrêté, mais elle se désintéresse de la scène, peut-être soulagée qu'un voisin s'en mêle. D'après le témoignage de Butch, il propose son aide à Maura qui la refuse. Il lui conseille aussi d'allumer ses feux de détresse. Quand l'officier Cecil Smith arrive sur les lieux à 19h46, un bon quart d'heure s'est écoulé et ces 15 minutes sont cruciales. Si Maura le lui avait demandé, Butch aurait-il caché la jeune femme dans son bus? Ou pire, l'aurait-il enlevée? Plusieurs éléments semblent accuser Butch Atwood. D'abord, le fait qu'il met plus de 15 minutes à appeler le 911 et qu'il déclare avoir tenté de joindre le service d'urgence plusieurs fois en leur demandant s'ils ont des problèmes avec leur ligne téléphonique. Deuxièmement, il appelle le 911 alors que Maura n'a pas l'air blessée et qu'elle lui a demandé explicitement de ne pas contacter la police. Il dit au dispatcher que la voiture a heurté un arbre alors qu'en fait elle a heurté un banc de neige. Il prend aussi sa voiture personnelle pour rechercher Maura et quitte les lieux vers 20h10 à l'abri du regard de sa femme, de sa mère, de ses voisins et des policiers. Le chien suit l'odeur de Maura et s'arrête au milieu de la route 112 qui est face à la maison des Atwood. Il y a aussi un élément étonnant qui a été largement discuté, le fait que Butch, sa mère et sa femme déménagent en Floride peu après la disparition de Maura. Alors, certains disent que c'est une décision longuement mûrie parce que les Américains aiment bien aller s'installer en Floride pour leur retraite. Et certains disent aussi que c'est bizarre qu'il ait échoué au premier polygraphe. Pourtant, ces éléments circonstanciels ne prouvent rien. Quand Thomas Butch Atwood décède au printemps 2018, Maura Murray a disparu depuis 14 ans. Un troisième homme attire l'attention, Rick Forcier. Au moment des faits, il vit en face de la maison des Atwood et à côté de celle des Marottes. Il a 41 ans et habite un mobil-home sur le terrain où il fait construire sa maison. 10 jours après la disparition, Rick est interrogé par la police. Et 3 mois plus tard, il se manifeste auprès des forces de l'ordre en disant avoir vu quelqu'un le long de la route 112 le soir du 9 février. Bon, et il avait initialement confondu 2 dates, persuadé qu'il avait vu cette personne le 7 février. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas vérifié ça juste après le premier entretien avec les forces de l'ordre? En plus, c'est bizarre, il n'a jamais autorisé la police à fouiller son terrain, son mobil-home ou sa maison en construction. Et de son côté, la police n'a jamais eu d'éléments incriminants qui auraient justifié un mandat de perquisition. Lors de l'interrogatoire de l'ex-femme de Rick, les policiers lui confient qu'il est leur suspect numéro 1. Mais rien n'est moins sûr, car aux États-Unis, les policiers peuvent mentir durant les investigations. Depuis la disparition, Rick est peu bavard. Il fuit en voiture quand des journalistes se présentent devant sa maison et ferme la porte au nez des détectives privés. Quand il parle, c'est pour faire des blagues sordides. Une femme a été noyée dans tel lac, Maura vit avec lui et c'est une excellente cuisinière. Bon, ceux qui aiment l'humour noir sont servis. Rick Forcier est artisan de profession. Sur son temps libre, il chasse, il pêche et ça donne un étrange loisir, la taxidermie. Le fait qu'il manie des cadavres avec aisance ne joue pas en sa faveur. Mais Rick est surtout connu pour sa musique. Il joue de la guitare, compose, écrit et chante du rock qu'il veut un peu dans le style des Guns N' Roses. Il a même une chaîne YouTube et publie ses compositions sur Spotify. Alors, ceux qui sont convaincus de sa culpabilité trouvent ses chansons étranges, mais ceux qui ne connaissent pas l'affaire les jugent truffés d'humour. En 2021, donc c'était il y a pas longtemps, il donne un concert dans la ville où il habite maintenant, à proximité de là. Rick a trouvé son public. Alors, on ne sait pas s'il sait bien mentir, hein, mais c'est un bon musicien. Il y a aussi ce voisin accusé d'agression sexuelle sur une enfant. Sans compter les 3 jeunes salariés de la station de ski Loon Mountains qui ne se seraient pas présentés au travail le lendemain de la disparition de Maura.
D'autres ont déniché dans les faits divers un accident de voiture avec délit de fuite. D'après les défenseurs de cette hypothèse, Maura aurait renversé un piéton nommé Petri de Vassy près du campus où elle était dans la nuit du 5 au 6 février. Elle l'aurait laissé pour mort avant de s'enfuir avec l'intention de détruire la Saturne dans un autre état. Mais aucun élément ne permet de faire le lien entre l'accident de Petri Vassy et de Maura Murray. Et en plus, elle travaillait à l'heure de l'accident. Il y a aussi des traces de peinture rouge, blanche et argentée qui ont été retrouvées sur les vêtements de Petri de Vassy. Or, la Saturne est complètement noire. Bref, dans cette affaire, l'imagination des internautes est sans limite. En 2011, James Rayner s'attarde sur l'affaire de la disparition de Maura Murray. Il a déjà écrit un livre sur le meurtre irrésolu de la petite Amy Mihajlovic avec la bénédiction de ses parents. Alors Rayner contacte la famille de Maura. Et quand Fred refuse de le rencontrer, le journaliste tombe des nues. D'ordinaire, les familles le supplient. La médiatisation d'une affaire n'est pas négligeable. Elle permet d'exercer une pression constante sur les autorités jusqu'à la résolution de l'enquête. Rejeté, le journaliste ne s'avoue pas vaincu. Et après de longues recherches, il en vient à la conclusion suivante. Enceinte au moment de sa fuite, Maura aurait fui avec un petit ami et refait sa vie loin de la pression paternelle à la limite de l'emprise. Elle aurait pu être aidée dans sa fuite par une ou plusieurs amies. Elle serait alors montée dans un second véhicule qui aurait fait le trajet depuis le Massachusetts. Qui achète autant d'alcool pour une seule personne? Maura aurait pu partir au Canada. Rayner insiste sur la nature de la relation de Fred avec sa fille. Pour lui, certains éléments sont troublants. D'abord, qui dort avec sa fille de 15 ans dans une même tente en randonnée? Pourquoi Maura veut-elle absolument ramener la Toyota à son père à l'hôtel alors qu'elle a bu et que sa chambre est à quelques minutes à pied? Pourquoi Fred accompagne Maura et Kate Markopoulos dans un magasin d'alcool avant de laisser sa voiture neuve à sa fille? Sans compter les témoins qui disent qu'il s'emportait vite et qu'il était trop exigeant avec ses enfants. Mis bout à bout, les arguments de James Rayner pourraient être convaincants. Et quand il publie son livre en 2016, c'est un vrai carton. Les ventes sont encore meilleures que celles du livre sur le meurtre d'Amy. La famille de Maura est donc obligée de réagir et de démentir les accusations d'un homme qu'ils n'ont jamais rencontré. Pour eux, les écrits du journaliste n'aident en rien à la résolution de l'affaire. Comme les policiers, ils s'intéressent plus aux antécédents de Maura qu'à ce qui lui est arrivé après son accident. De plus, sa théorie ne tient qu'à un fil. James Rayner se base sur les recherches Internet faites par Maura la nuit précédant sa disparition. Elle s'était renseignée sur les dangers de l'alcool pendant la grossesse. Mais Rayner n'avait pas tous les éléments. Aujourd'hui, on sait que cette nuit-là, vers 3 heures du matin, Maura a rendu un devoir sur la grossesse. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais s'accrocher à une seule piste, que l'on soit policier, journaliste ou simple passionné de true crime. Quand une femme est tuée ou disparaît, le coupable est souvent la dernière personne à l'avoir vue vivante, le compagnon ou l'ex. La relation entre Maura et Bill est d'abord vendue comme idyllique. Il lui a offert une bague de promesse de mariage et elle a prévu de passer l'été 2004 en Oklahoma pour se rapprocher de lui. Durant les semaines qui précèdent la disparition, les deux amoureux s'appellent quotidiennement. Mais derrière la façade, il y a les secrets de Bill et ceux de Maura. Bill a déjà eu une aventure, voire plus, et Maura est au courant. Elle garde d'ailleurs précieusement l'email dans lequel il s'excuse. En 2003, le couple se sépare et se réconcilie à plusieurs reprises. Durant l'une de ces ruptures, Maura rencontre quelqu'un. Un coach assistant de l'équipe de course de l'université de Massachusetts, nommé Hossein Baghdadi. Ce dernier parle de leur liaison ouvertement. Il raconte aux enquêteurs que Maura lui avait déjà parlé de partir. Selon lui, ils avaient arrêté de se fréquenter. Et la police confirme qu'ils n'étaient plus en contact. Hossein Baghdadi lâche aussi qu'il n'était qu'un amant parmi d'autres. Maura aurait fréquenté d'autres jeunes hommes de son entourage durant l'année précédente. Les enquêteurs n'en ont pas trouvé de suspect. Dans ce cas, en 2004, Maura elle a 21 ans
et elle fait bien ce qu'elle veut. Bill est-il au courant des histoires de Maura ? Il ne s'est jamais exprimé à ce sujet. En revanche, des femmes ont fait des révélations sur son comportement à lui. Et là, vous allez voir, ça devient vraiment étrange. En 2011, Bill Rush occupe un poste à responsabilité dans une grande compagnie à Washington. Son bureau se situe à 2 pas de la Maison-Blanche. Un soir, alors qu'il reste tard au travail, 2 jeunes collègues sortent boire un verre. Kate Pattinson, 22 ans, a laissé son manteau dans les locaux de l'entreprise. Quand elle revient tardivement le chercher, Bill lui demande de le suivre dans le bureau du président. Il a quelque chose d'important à lui dire. Il lui décroche alors un sourire effrayant avant de lui sauter dessus et de la pousser contre le bureau, s'agrippant à sa robe. Une collègue venue elle aussi chercher ses affaires dans les locaux appelle Kate, ce qui provoque la peur de Bill, qui relâche sa victime. Il se cache alors derrière le bureau après avoir menacé la jeune femme. Bill aurait avoué pendant cette agression l'avoir poussée quelques mois plus tôt dans l'escalator du métro. Un événement dont Kate se rappelait parfaitement, puisqu'elle était certaine de l'avoir vu s'enfuir. Selon 2 témoins interrogés par le Washington City Paper, Bill était dégradant et condescendant avec ses collègues femmes. Il ne manquait pas de leur reprocher de porter des pantalons, ce qu'il trouvait non professionnel. Une autre collègue est persuadée qu'il a détruit les échographies de grossesse qu'elle avait apportées au travail pour lui montrer à ses collègues. Une 3e femme affirme avoir eu une discussion avec Bill au sujet de la disparition de Maura. Il lui aurait confié qu'à l'époque de la disparition, ils étaient en cours de séparation et qu'il était finalement heureux du dénouement de cette relation. Mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'en 2019, une ex de Bill demande une ordonnance de restriction afin que cessent les abus psychologiques, physiques et sexuels dont elle s'estime victime. Son avocat décrit des scènes précises. Bill aurait frappé et étouffé sa compagne. Il aurait aussi pour habitude de l'appeler Maura et de l'insulter de tous les noms pendant leur rapport sexuel. En la frappant, il y aurait abîmé une dent. Il prenait aussi un malin plaisir à prendre des photos des ecchymoses laissées par ses coups pour les lui envoyer. Le jour de la Saint-Valentin, Bill avait composé le 911, expliquant que sa petite amie avait sauté très haut et s'était cogné la tête. Le 22 novembre 2019, la justice tranche. Bill est considéré comme dangereux, une protection est accordée à la victime. En 2022, Bill plaide coupable pour l'agression de 2011 sur Kate Pattinson. Depuis les révélations de cette dernière, il a été licencié. Bill a beau avoir un profil effrayant, son alibi n'a jamais été contesté par les enquêteurs. Au moment de la disparition de Maura, il était en effet à 2700 km de là. Il a même dû demander une permission officielle pour aller dans le New Hampshire aider aux recherches. La piste du petit ami, aussi légitime soit-elle, s'arrête donc là. La Nouvelle-Angleterre a été marquée par une série de meurtres dans les années 80. Les victimes étaient des adolescentes ou des femmes. On a retrouvé leur corps, lardés de dizaines de coups de couteau, le long du fleuve Connecticut sur un périmètre restreint. Pour les enquêteurs, le coupable est un tueur en série. On l'appelle le Connecticut River Valley Killer. Mais sa véritable identité est inconnue. Il aurait fait au moins 7 victimes entre 1978 et 1988. Katie Millican, Marie-Elizabeth Critchley, Bernice Courtemanche, Helen Ruth Freed, Eva Morse, Linda Moore et Barbara Agnew. Les enquêteurs pensent qu'il a arrêté de tuer en 88 quand une victime a survécu à son attaque et permis la diffusion d'un portrait robot. Jane Borowski, elle avait 22 ans. L'histoire est folle. Je pense que j'en ferai un épisode tout seul, peut-être dans la 2e saison. Elle était enceinte de 7 mois au moment des faits. Le tueur l'a poignardée 27 fois. Il a coupé sa jugulaire, les tendons de ses genoux, de ses mains. Il a lacéré son foie. Il a fait s'effondrer ses 2 poumons. Mais la jeune femme a miraculeusement survécu et son bébé, sa petite fille aussi.
Maura Murray avait 21 ans quand elle s'est évaporée un soir d'hiver sur une route de campagne. C'était une athlète intelligente, drôle et sarcastique. Elle était à la fois incroyablement forte et fragile. Elle avait la vie devant elle et luttait pour se faire une place dans le monde impitoyable des adultes. A-t-elle été engloutie par les montagnes du New Hampshire ou par ses propres démons? A-t-elle croisé la route d'un prédateur opportuniste? A-t-elle frappé à une porte? Est-elle montée dans une voiture? Depuis janvier 2022, l'affaire Maura Murray a intégré le VCAP à la demande d'un magistrat de l'État de New Hampshire, au cas où, comme une ultime requête dans un dossier vide de preuves. Il s'agit en fait d'une base de données gérée par le FBI. Cet outil permet aux policiers de tout le pays de relier les victimes d'actes violents perpétrés par une même personne. Ça a été créé en 1985 par les profilers du FBI spécialistes des tueurs en série. Le 8 février 2024 marquait l'anniversaire des 20 ans de la disparition de Maura Murray. Mais la bataille pour la retrouver n'est pas terminée. Pour participer aux campagnes et suivre l'avancée de l'affaire, vous pouvez vous rendre sur le site dédié à sa disparition et mis à jour par ses proches. C'est mauramurraymissing.org, tout attaché. Et vous pouvez aussi vous abonner au compte TikTok de sa sœur Julie Murray. Je crois que c'est @MauraMurrayMissing. Il y a aussi la page du VCAP du FBI consacrée à Maura et celle du département de justice de New Hampshire qui répertorie tous les cold cases dans cet état. Voilà, donc c'est tout pour cette affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis souvent d'avis que l'hypothèse la plus simple est souvent la meilleure, donc j'aurais tendance à penser que pour échapper un petit peu à la police, elle se serait cachée dans les bois et puis voilà, il fait nuit, il fait froid, elle serait tombée d'hypothermie et qu'on ne l'ait jamais retrouvée. Ça arrive régulièrement que les personnes disparues, en fait, on fouille 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le même endroit, puis on retrouve à la 5e fois, quoi. Donc on peut tout à fait passer à côté d'un corps dans un endroit aussi sauvage sans le remarquer. Donc je pencherai pour cette hypothèse. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un tueur en série qui n'ait jamais été arrêté dans la région et la disparition de Brianna Maitland, qui ressemble quand même beaucoup, à 100 km de là, très peu de temps après. Voilà, c'est quand même assez intriguant. Donc voilà, écoutez, pour le coup, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me parler de vos hypothèses. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Disparu.